Alors, pour cette deuxième partie, nous, on va vous proposer de plonger dans le texte de l'Eurocode. Vous avez vu avec Julien Brassy qu'il y a pas mal de guides qui permettent d'éviter d'ouvrir le texte de l'Eurocode. Nous, on va vous proposer au contraire d'oser plonger dedans et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver d'à peu près simple pour des cas, une panne, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut toujours calculer une panne avec le texte de l'Eurocode ? Ça permettra déjà d'acquérir un petit peu d'autonomie parce qu'on a vu déjà les méthodes simplifiées, on ne trouve pas toujours celle qui nous correspond. Et en plus, on risque peut-être d'avoir une petite période de flottement où on ne sait plus quelle méthode est applicable. Donc en ouvrant l'Eurocode 5, vous pouvez vous-même trouver quelques petites choses simplifiées. Alors déjà, pour vous rassurer, ce qui inquiète beaucoup actuellement, c'est le volume du futur texte. Le projet d'Eurocode 5 daté 2023 et qui va paraître d'ici 2 ans. On est presque à 500 pages. Et déjà, si on regarde un petit peu le sommaire, on se rend compte qu'on a une petite soixantaine de pages au début qui concernent des références réglementaires, des abréviations, des définitions. Tout à la fin, on a presque 200 pages d'annexes qui sont plutôt des méthodes d'analyse fine pour des cas bien spécifiques. Et nous, on va vous présenter, Grégoire et moi, on va vous présenter aujourd'hui un petit peu ce qui se passe au milieu et qu'on va utiliser couramment pour un petit peu tous les éléments. Et on va essayer de dégager 2-3 choses simples. C'est bien, on a un temps limité, donc on a dû se restreindre sur quelques focus particuliers. Donc au niveau des chapitres base de calcul et matériaux, déjà la première chose qu'on voulait vous dire, c'est que une des raisons pour laquelle l'Eurocode est aussi volumineux, c'est qu'il prend en compte plein de matériaux à base de bois. On a une quinzaine de matériaux à base de bois et en fait c'est en partie responsable de l'augmentation du nombre de pages. Vous allez voir, si on choisit d'entrer notre matériau, on va pouvoir aller plus vite à l'essentiel et se concentrer sur quelques pages. Donc pour la suite de l'atelier, quand on fera des exemples, on va se focaliser sur le bois massif. Le premier truc qui est compliqué, déjà, c'est déterminer une résistance de calcul. On a cette formule que vous connaissez qui n'est pas forcément très simple, mais si on la regarde avec un petit peu d'optimisme et d'analyse, on se rend compte que déjà, en choisissant le matériau, on a la résistance caractéristique et le coefficient gamma M qui sont automatiquement figés. Là, je vous ai mis un exemple pour du bois massif. Côté Camode, c'est un petit peu plus complexe. Évidemment, ça prend en compte à la fois la durée de chargement et l'humidité du bois. Donc, on n'est pas aussi directement, on n'a pas un coefficient tout de suite en choisissant son matériau. Il n'empêche que vous voyez que le tableau super compliqué qui est à droite de l'écran et qui correspond à tous les matériaux, si je regarde que le bois massif, il n'y a plus que les 2 premières lignes qui m'intéressent. Et là encore, quand je regarde ces 2 premières lignes, si je m'intéresse à un bois courant qui est abrité des intempéries, il n'y a plus qu'une ligne qui m'intéresse. Et en fait, ça va être comme ça pour tous les recodes. On a un gros tableau compliqué et puis quand on connaît un cas précis, on peut très vite restreindre la lecture. Bon, il n'empêche que dans ces 2 premières lignes, on a encore 4 coefficients. Et c'est pas rien, on va de 0,6 à 1,1. Donc il faut quand même arbitrer. L'idée de la méthode simplifiée, c'est de se dispenser d'un logiciel d'analyse complexe. Eux, c'est facile, les logiciels, ils déterminent autant de combinaisons que nécessaire, des dizaines, des centaines de combinaisons Eurocode 0, et pour chacune, ils déroulent le calcul. Nous, en méthode simplifiée, en début de projet, on ne va pas pouvoir se permettre de faire ça. Donc l'idée, c'est de prendre son temps et de bien analyser l'ouvrage qu'on cherche à calculer pour voir quelle est la combinaison dimensionnante et donc le K-mode qu'on a envie d'utiliser pour le calcul. On va en retenir qu'un. Je vous ai mis là des exemples d'arbitrage selon certains ouvrages, mais par exemple, si vous êtes sur un plancher, vous allez imaginer, vous avez les charges permanentes et exploitation, et très vite, en regardant la part relative de chaque charge, vous arrivez à savoir si vous devez utiliser un coef K-mode de 0,6 ou de 0,8. Donc c'est en prenant son temps en début de projet, vous arrivez à restreindre un petit peu le champ d'action et à déterminer vos paramètres.
Et il nous reste tous les coefficients du milieu qui sont nommés coefficients de modification particuliers. Et en fait, vous allez voir là encore, ça peut être assez simple. On a tous les coefficients de hauteur qui sont en traction axiale, en flexion, en cisaillement. Ben, ces coefficients de hauteur, en fait, si on plonge dans les formules, on se rend vite compte que l'impact est très très faible. Vous avez un exemple sur une calcul de section courante d'ossature bois, on a un impact qui est de 1% sur la résistance. Et c'est un impact qui est toujours favorable. Donc assez vite, vous pouvez vous dire, je peux gagner du temps en prenant un coefficient égal à 1 pour du bois massif. Pour le lamellé collé, ça va être un petit peu plus délicat parce que le coefficient peut être défavorable. Il n'empêche que, pareil, en regardant les formules, vous vous rendez compte que si vous êtes sur une section de moins de 600 mm de haut, c'est un coefficient positif. Donc là encore, en regardant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des formules, on peut gagner du temps et se dire, pour les bois massifs ou les lamellés collés de faible hauteur, je peux prendre un coefficient, un coefficient égal à 1, donc relativement facile en calcul. Et dernier coef sur ce domaine-là, là, les coefficients KI, en compression perpendiculaire au fil, pareil, vous avez dans certains cas une majoration possible, mais c'est une majoration, donc conservateur pour le calcul. Et en plus, vous n'êtes pas obligé. C'est les fameux « il est possible de » dans l'Eurocode. Donc il est possible aussi de ne pas la prendre en compte. Si vous voulez aller vite, vous n'allez pas optimiser, mais vous pouvez très bien gagner un petit peu de temps là-dessus. Il n'y a rien sans rien, vous n'optimiserez pas. Mais à partir de là, vous avez déterminé votre résistance que vous allez pouvoir utiliser pour les vérifs ULU. C'est ce qu'on va regarder tout de suite dans ce chapitre 8, qui est le chapitre des ELU. On va faire tout d'abord une petite comparaison en termes d'augmentation du corpus. On voit ici qu'on a maintenant 57 pages dans ce futur Eurocode sur ce chapitre, alors qu'on en avait seulement 17 dans l'ancien Eurocode. Je vous demande rapidement à quoi est due cette augmentation. Globalement, en fait, on a plusieurs raisons à cette augmentation. En grande partie, quasiment la moitié des pages qui ont été ajoutées, ce sont des ajouts, ce sont des possibilités de calcul qui n'existaient pas dans l'Eurocode, qui étaient dans d'autres documents, dans des annexes. À ça, on a 30% qui sont peu ou pas modifiés, et on a en gros 10% ou 15% qui sont des modifications pour le coup significatives. Donc globalement, l'analyse n'est pas hyper précise en termes de... Là, les résultats sont donnés au dixième de pourcent près, mais il ne faut pas forcément tenir compte. Si on regarde un peu plus dans le détail, ce qu'on voit ici, c'est que sur les ajouts, on a principalement donc, les réservations. En grande partie, on a également les géométries particulières, donc ça peut être les poutres courbes ou les poutres cintrées, les poutres à inertie variable. On a également le renforcement qui prend une grande partie du texte. Et puis finalement, les nouveaux matériaux, donc en particulier le CLT qui vient s'intégrer directement au corpus de l'Eurocode 5 et qui se justifie de manière différente des autres matériaux, parce que le CLT est assez particulier. Voilà pour la décomposition. C'est essentiellement donc, un ajout de possibilités. On a une légère complexification, on a quelques modifications qui sont significatives, mais globalement, dans cette explosion du nombre de pages, c'est principalement des ajouts de possibilités de vérification qu'on faisait autrement avec d'autres textes et qui sont désormais intégrés dans l'Eurocode. On a également quelques simplifications qui permettent de contrebalancer cette légère complexification du projet d'Eurocode 5. Donc, en particulier ici, je vais vous parler de la compression perpendiculaire. La compression perpendiculaire dans le projet d'Eurocode 5, c'est toujours de la même manière que dans l'Eurocode actuel. On compare donc une résistance à une sollicitation, à une contrainte sollicitante. On a donc ces deux facteurs qui vont s'ajouter. Donc c'est le coefficient Kamat et le coefficient KC90. Un coefficient Kamat qui va dépendre donc de la criticité de cette compression perpendiculaire qui aurait été en fait une rupture par déformation.
Donc c'est la proportion du matériau assez déformé, mais aussi la criticité de la situation qui va déterminer le coefficient Kamat. Et donc un coefficient KC90 qui est, comme dans le recode actuel, dépend d'une diffusion de cette contrainte. Voilà, pour la détermination du coefficient Kamat, c'est tout simplement un tableau qui peut paraître un peu compliqué de prime abord quand on l'observe en premier lieu. Et ce qu'on voit rapidement, c'est que on a donc dans ce tableau la première ligne qui correspond à l'ensemble des produits du bois, excepté le LVL. Les 4 lignes suivantes correspondent uniquement au LVL. Donc globalement, dans des situations, comme on disait ici, en méthode simplifiée, où on est en bois massif, mais en fait, ce sera également le cas pour du bois lamelé collé ou même du CLT, on n'a que la première ligne du tableau qui va nous être impactante dans notre dimensionnement. Et on a donc ces 3 cas de dimensionnement qui dépendent de la situation qu'on va étudier. On a le cas A, cas B, cas C, avec le cas A qui correspond au cas à la fois le plus défavorable et le plus courant. Donc ça nous arrange bien, parce que c'est le cas le plus courant qui est le plus défavorable. Donc on peut se placer en règle générale dans le cas A, le plus défavorable, sans avoir à justifier le fait qu'on serait dans ce cas-là, puisque c'est le plus défavorable. Et on ne prend pas une hypothèse si défavorable que ça, puisque c'est, dans la grande majorité des cas, le cas réel. En fait, le cas, je vous laisserai, le diapo sera disponible sur la plateforme. Je ne vais pas rentrer exactement dans les détails des différents cas, mais globalement, ça correspond à la criticité de cette déformation. Donc, on va avoir un cas A où la déformation est critique et peut conduire à un effondrement ou une rupture. Donc, c'est le cas évidemment le plus défavorable. Le cas B où la déformation n'a pas d'effet significatif sur la stabilité, et le cas C où même la rupture de l'élément n'entraînerait pas une rupture de l'ensemble. C'est vraiment un cas qui serait très favorable, dans lequel on n'est pas forcément très souvent dans le cas de la compression perpendiculaire. Donc globalement, on va être quasiment tout le temps en cas A, et puisque c'est plus défavorable, on n'a pas à justifier, on peut se placer par défaut dans le cas A sans avoir vraiment à justifier. Et donc finalement, quand on additionne ces 2 éléments, on se retrouve quasiment tout le temps dans cette première case du tableau. Donc ce tableau se résume très rapidement à une seule case, puisqu'on se retrouve avec un Kamat égal à 1,4 dans le cas des matériaux de bois massifs, à l'exclusion donc du LVL, comme on le voyait précédemment, et dans le cas A, qui est ici le plus défavorable encore une fois. Le projet de recode 5, lui, propose par défaut de prendre Kamat égal à 1, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même légèrement défavorable quand on a un Kamat qui, par défaut, dans les situations les plus courantes, est quand même égal à 1,4. Donc pour le coup, c'est très bien d'avoir des méthodes simplifiées, mais il faut parfois prendre le temps de quand même se poser la question de est-ce que j'applique le coefficient le plus défavorable, le plus simplement du monde, en prenant Kamat égal à 1, ou je prends le temps de me poser la question est-ce que je peux appliquer ce Kamat égal à 1,4. À mon sens, la plupart des cas, on aura plutôt intérêt à se prendre une seconde de plus pour justifier qu'on peut quand même utiliser ce coefficient Kamat égal à 1,4, puisqu'il est utilisable quasiment dans toutes les situations si on n'est pas en LVL. Ensuite, pour le coefficient KC90, là, de prime abord, donc, il y a un coefficient KC90 qui existe dans le recode actuel. Celui-là est un petit peu différent, au sens où en fait, il va regrouper ce qu'on avait l'air efficace. Donc, on déterminait une aire efficace où on regardait la compression, où on regardait déjà de la diffusion, et par-dessus cette aire efficace, on venait multiplier par un coefficient KC90. Ici, le projet de recode 5 va regrouper ces 2 éléments. On n'a plus qu'un seul coefficient qui va rendre compte de cette diffusion des contraintes. Donc, quelque part, une simplification là-dessus. Simplement, de prime abord, quand on regarde ce coefficient KC90, ça peut paraître un peu complexe, ça peut prendre un peu de temps de le déterminer, puisqu'on a 3 pages dans le recode, on a 14 situations de calcul différentes, y compris des effets sur les CLT qui sont déterminés évidemment différemment, parce que la diffusion de contraintes dans un CLT est très différente dans un bois massif, par exemple. Mais quand on circonscrit notre problème à la situation étudiée, en fait, c'est un problème, c'est une résolution qui est assez triviale. C'est simplement l'application d'une formule qui dépend du ratio entre la surface d'application et la surface où on va effectivement réaliser notre calcul. C'est un calcul qui est assez rapide à partir du moment où on s'est placé dans une situation particulière. Donc les 3 pages et les 14 situations de calcul qu'on voyait juste avant, elles se résument rapidement en un schéma et une formule.
dès qu'on a circonscrit notre problème à un dimensionnement particulier. Donc ça vaut peut-être le coup de faire cette étape-là et de ne pas passer par la méthode simplifiée qui consisterait à prendre ce coefficient KC90 égale 1 par défaut, c'est ce que propose l'Eurocode. Ce qu'on va voir juste après avec une petite application numérique, c'est que très rapidement, pour un cas d'appui en extrémité d'une poutre, par exemple en C24, on se place dans la situation de KA pour du bois massif. Donc on a bien ce Kmat égale à 1,4 et on trouve très rapidement notre KC90. On a donc finalement, en additionnant ces deux coefficients, en multipliant ces deux coefficients, une résistance de 5,2 MPa. On compare à la résistance qu'on aurait en se plaçant vraiment en méthode simplifiée ou plus simple possible, qui consisterait à prendre des coefficients égaux à 1. Donc là, on aurait une résistance de 2,5 MPa. Donc on a quand même augmenté notre résistance on a multiplié notre résistance par 2 en posant simplement deux hypothèses qui sont assez rapides à prendre, assez rapides à vérifier, qui sont de prendre notre Kmat égale à 1,4. Encore une fois, c'est une lecture d'un tableau qui se résume dans la grande majorité des cas à la lecture d'une seule case et la vérification du coefficient KC90, qui est une formule, encore une fois, assez triviale. C'est simplement un rapport entre deux longueurs. Donc ici, il y a des méthodes simplifiées qui sont proposées dans l'Eurocode, qui consistent tout simplement à se mettre dans la situation défavorable de ne pas prendre ces coefficients qui sont majorateurs sur la résistance. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est quand même de prendre le temps de se poser la question et de prendre en compte ces coefficients qui sont très rapides à calculer, même si ça peut faire peur quand on voit les dizaines de pages que ça implique dans l'Eurocode. Mais en fait, quand on se penche sur la question, c'est finalement une formule et un tableau dans lequel il y a 1 à 3 cases qui nous intéressent. Petite comparaison ici de l'impact de la prise en compte de ces coefficients pour différentes situations. On se rend compte qu'en fait que c'est vraiment, pour le coup c'est pour le KC90, c'est la surface, c'est la diffusion évidemment qui va influencer l'impact de ce coefficient. Donc, plus on a une section haute, plus on a une section élancée, plus cet impact est important. Et ce sera encore plus le cas si on était sur un appui central, parce que là j'ai pris l'exemple d'un appui latéral, donc un appui en extrémité, dans lequel on a une seule diffusion, mais si on était sur un appui central, on aurait une diffusion des efforts des deux côtés de l'appui, évidemment. On a une grosse partie de cette ELU et en tout cas une grosse partie de la complexité du dimensionnement qui vient de la vérification de la stabilité des éléments. Là on parle d'une vérification de stabilité d'éléments individuels, on ne parle pas d'ici de stabilité globale. En principe, la vérification sous l'ELU doit prendre en compte les effets du second ordre, issus des déformations donc, du premier ordre, donc à l'ELS, mais également liées aux imperfections qui sont inhérentes au matériau bois. Pour cela, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière qui est complètement analytique, qui est tout simplement de prendre en compte ces déformations littéralement dans notre modèle. Ça peut être fait à la main, mais concrètement, ce sera plutôt fait sur une modélisation. Ça va être de rentrer ces efforts, de prendre en compte le second ordre, en considérant les déformations qui viennent à la fois des défauts entre guillemets du matériau bois et des déformations du premier ordre. Mais il y a une méthode qui est en fait une méthode simplifiée, même s'il n'en a pas forcément l'air. C'est la méthode que propose l'Eurocode 5 actuel et que propose l'Eurocode futur. Ce sont l'application des coefficients de déversement et de flambement. C'est déjà une méthode simplifiée. Donc ici, la stabilité globale n'est pas concernée. C'est une méthode simplifiée, donc c'est une méthode qui est applicable dans un certain contexte, avec certaines limites. Ici, par exemple, dans le projet d'Eurocode 5, on nous donne une limite d'élancement pour le bois massif et pour le bois lamelé collé et le LVL, pour appliquer ces coefficients d'instabilité. Et pas passer par une maquette de calcul, en fait, parce que c'est pas un calcul qui serait vraiment faisable à la main de prendre en compte toutes ces déformations. Enfin, c'est théoriquement faisable, mais pas dans la pratique. Donc il y a un ratio sur ce lambda là, à partir de laquelle on n'est pas besoin, même pas de considérer du flambement ou du déversement.
On se rend compte rapidement que ce ratio-là, où lambda inférieur à 0,3, ça correspond, on y est rarement en fait. On a très très souvent du flambement ou du déversement dans nos projets. Là, c'est des exemples pour un poteau de 200-200 à partir d'une hauteur d'un mètre, enfin de 992 mm précisément pour du C24. On devrait considérer le risque de flambement. Ce sera pas, évidemment, on ne dit pas qu'à partir de 1 mètre on flambe, mais à partir de 1 mètre, on a un coefficient qui vient du fait qu'il y a un risque de flambement. Donc on a un coefficient cassé cas critique. En fait. Donc très rapidement, ce sont des coefficients, ce sont des effets à considérer. Voilà pour la partie ELU. Alors après la vérif ELU, il va falloir s'intéresser aux états limites de service. Et pour le coup, vous savez qu'en bois, c'est une vérification qui peut souvent prendre le pas, notamment quand on a des flèches actives à vérifier. Donc là, au niveau des eurocodes, on ne vous dit pas grand-chose sur les calculs de flèches. Enfin, un gros morceau des ELS, c'est le calcul de déformation, donc les flèches. On ne vous dit pas grand-chose, donc on utilise des calculs RDM classiques. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a une petite ligne de l'eurocode qui dit qu'attention, il faut bien prendre en compte aussi les effets de l'effort tranchant. Et notamment, si vous voulez faire un petit calcul à la main simplifié à partir de formulaires RDM, ces formulaires souvent ne présentent que les flèches du moment fléchissant. Donc comment on fait assez rapidement pour ne pas négliger l'apport de l'effort tranchant? Enfin, et déjà, est-ce qu'on pourrait le négliger? En fait, vous voyez ici, sur cette courbe-là, un petit peu l'analyse de l'impact de la flèche d'effort tranchant. C'est une courbe qui représente la part supplémentaire ramenée par l'effort tranchant. Et en fait, on se rend compte, alors là, c'est un exemple pour une poutre, 2 appuis en bois massif, mais la tendance est la même à peu près tout le temps. Vous vous rendez compte que même pour les poutres très élancées, on a une part de 5% à peu près qui est amenée par l'effort tranchant. Et dès qu'on est sur des ratios d'élancement, somme toute assez courants, du L sur 12, ce genre de choses, vous avez vite 10-15% de surcroît de flèche dû à l'effort tranchant. Donc, dans un calcul rapide, à partir de formules RDM, ça vaut le coup de ne pas passer à côté de cet effet-là, qui peut vite être pris en compte avec un pourcentage forfaitaire. Côté, toujours en ELS, on a les vibrations à regarder, et là, c'est un petit peu plus dense. Les vibrations, on a actuellement dans l'eurocode 2 pages, 2-3 pages, et la vérification s'applique uniquement au plancher d'habitation. Dans le prochain texte, on a 13 pages de méthode détaillée, et on va être obligé de l'appliquer à tous les planchers. Donc là, c'est un truc un petit peu nouveau. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, en tout cas pas aussi compliqué que le volume de pages l'annonce. Le principe de base, c'est vous avez 4 vérifications à mener et 6 niveaux de performance qui calent les seuils à atteindre. Et très très vite, on vous dit que pour un plancher courant, niveau de confort basique, vous êtes sur le niveau de performance 4, donc vous ciblez déjà ce domaine. Et aussi, on se rend compte qu'on a une manière de réduire le nombre de vérifications si on se place en sécurité, c'est-à-dire si on se place en dehors du contexte de résonance du plancher. Donc si on vérifie qu'on est en dehors des contextes de résonance, on n'a plus que 2 vérifications à mener. Ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est se placer en dehors du risque résonance? C'est une vérification de la fréquence fondamentale du plancher. Alors, fréquence fondamentale, c'est un truc qui paraît complexe comme ça. Il y a les logiciels qui font des analyses vibratoires pour déterminer les fréquences. Il n'empêche qu'à la main, pour un élément très simple, vous pouvez assez vite déterminer cette valeur-là. L'eurocode vous propose une formule de calcul de la fréquence. Alors, elle n'est pas hyper simple, mais par contre, sous réserve de valider certains critères du plancher, elle devient très très simple, ça devient juste un calcul de flèche. En calculant une flèche, vous pouvez déterminer votre fréquence fondamentale de vibration pour les planchers qui rentrent dans ce contexte, évidemment. Donc, cette fréquence-là, vous vérifiez qu'elle est au-dessus du seuil de 8 Hz, et à partir de là, vous n'avez plus que 2 vérifications à mener. La première, c'est un calcul de flèche sous charge ponctuelle. Donc là encore, pas trop compliqué.
Vérif 2 et 3, on n'a pas besoin de les faire si on est au-dessus de 8 Hz. Et la quatrième vérification, elle est un tout petit peu plus longue. Il y a 4 ou 5 formules à enchaîner, mais c'est des choses qui se font très bien à la main ou en tableur, et c'est même honnêtement un peu plus simple que ce qu'il y a actuellement dans le code, enfin en tout cas à mon avis. Donc, et vous allez assez vite arriver à cadrer cette méthode-là sous réserve d'être au-dessus des 8 Hz. Ça, je passe très vite la prochaine page parce que ce n'est pas essentiel. On verra s'il y a des questions là-dessus. Et je laisse les assemblages. Merci. Pour les assemblages, on a fait le même travail de décomposition du futur code 5 en regardant d'où venait cet ajout de page qu'on observe sur tous les chapitres. Encore une fois, en grande partie, ce sont des ajouts, des nouvelles possibilités de vérification. Mais pour le coup, pour les assemblages, on a quand même une réelle complexification du corpus. On a quand même des vérifications qui seront un peu plus fastidieuses que ce qu'on avait aujourd'hui, pour certaines parties. Mais on va voir encore une fois que si on gagne en complexité, on gagne également en possibilités, quoi. On se rend compte qu'on a beaucoup plus de possibilités dans le futur Eurocode 5. Il y a une chose qu'il faut retenir sur l'Eurocode 5, c'est qu'il est très généraliste. Donc à chaque fois, on va avoir une formule qui va concerner l'ensemble des matériaux, l'ensemble des situations. Mais à partir du moment où on va déterminer notre situation de projet, notre situation de calcul, on va largement simplifier notre vérification, puisqu'on aura largement simplifié notre formule en fait. C'est typiquement le cas ici pour les modes de rupture, donc pour un assemblage d'éléments avec des connecteurs. Ici, il est généralisé en fait au calcul bois-bois, et on généralise le calcul bois-bois et le calcul bois-métal, donc on n'a plus ces deux parties. On a toutes les modes de rupture qui sont regroupés au sein d'une seule liste. Et on propose des formules qui sont applicables quel que soit le nombre de plans de cisaillement. C'est ça aussi l'avantage de cette présentation de l'Eurocode, c'est que c'est très généraliste et c'est applicable à un ensemble de cas. Là où l'ancien Eurocode, il fallait se poser quelques questions quand on voulait étendre le domaine d'application. Mais dès qu'on fixe la configuration d'assemblage, on simplifie largement l'expression de ces formules. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, pour un assemblage pour une tôle en âme. On se retrouve avec simplement 4 modes de rupture qui sont possibles. Et on se rend compte aussi également que le mode B, pour un assemblage bois-métal avec une tôle en âme, il est très improbable, parce qu'en fait le mode B correspond à une plastification de la tôle avant que notre organe plastifie ou avant que le bois plastifie. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est vraiment très improbable. Ça correspondrait à avoir un organe qui serait extrêmement résistant et des membres bois qui seraient démesurés par rapport à la largeur de la tôle. Encore une fois, on simplifie donc l'expression de ces formules qui était très compliquée à 3 vérifications qui ont certes leur complexité, mais qui sont plus rapides que ce qu'on pourrait croire de prime abord en lisant l'Eurocode. Donc, la grande différence entre l'Eurocode actuel et le futur Eurocode, c'est une différence de présentation. C'est pas de la RDM qui va être modifiée dans le calcul de mode de rupture, mais ça va prendre un petit temps d'adaptation pour le prendre en compte. C'est ce que disait Julien, par exemple, quand on parlait des exemples du Codifab. On n'a pas de modification énorme, on a quelques coefficients qui vont changer, mais il y a des grandes chances qu'une grande partie des valeurs qui sont données dans les méthodes simplifiées du Codifab, par exemple, soient encore applicables. Ou en tout cas, avec quelques modifications, ça restera à voir, mais on n'est pas sur une révolution dans ce mode de calcul. La grande différence, par contre, ce sera sur les modes de rupture fragiles, parce qu'en fait, on regardait un mode de rupture ductile pour une tôle en âme, mais ce n'est pas forcément ce qu'on observe dans tous les cas. Les modes de rupture fragiles sont abordés de manière beaucoup plus poussée, et là, pour le coup, avec des vraies complexifications et des vraies différences dans la manière de calculer dans le futur Eurocode par rapport à l'Eurocode actuel. Simplement, le futur Eurocode permet quelque chose qui n'était pas permis dans l'Eurocode actuel, c'est de négliger ces modes de rupture fragiles sous quelques conditions. Des conditions qui sont les suivantes. Il faut que le mode F, donc on observe une rupture sous mode de rupture F,
Et il faut également qu'on augmente nos pinces, nos distances entre les organes pour s'assurer qu'on n'ait pas ce mode de rupture fragile. Donc il y a un petit notable parce que le projet de futur Eurocode, donc la draft qu'on a pu lire, n'est pas hyper clair sur la manière d'aborder cette question, donc la manière dont on peut négliger ces modes de rupture fragiles. Mais en tout cas, il y a une possibilité de négliger ces modes de rupture fragiles avec des dispositions qui sont principalement constructives. Pareil pour ce mode de rupture qu'on observe en fendage ici. On a des règles constructives qui est simplement ici un rapport entre la hauteur efficace et la hauteur de notre élément. Donc à partir du moment où on a ce rapport de 70%, on peut négliger ce mode de rupture fragile, qui est quelque chose qui n'était pas forcément permis dans l'ancien Eurocode. Donc il y a plusieurs méthodes comme ça qui nous permettent de simplifier nos calculs, notamment en rupture fragile, qui sont les calculs les plus complexes et souvent les calculs dimensionnants dans nos calculs d'assemblage. En conclusion, sur ce futur Eurocode et sur les manières de le simplifier, les manières de comprendre qu'en fait ces 500 pages ne sont pas forcément 500 pages à appliquer dans tous nos projets, qu'il y a forcément des simplifications qui peuvent être faites, des éléments qui vont être très rarement regardés simplement pour des situations très particulières. C'est ce qu'on voit ici. On part d'un corpus qui est d'environ 500 pages, qu'on va diviser rapidement en des éléments de structure qui sont très particuliers, qui correspondent à des situations de projet qu'on va rencontrer très rarement. Quand on se place dans des situations généralistes, on va avoir, dans la plupart des cas, enfin, dans beaucoup de cas, des coefficients, des dérogations qui vont nous permettre de nous placer dans des situations de calcul simples. Mais il ne faudra pas oublier quand même qu'on a des éléments qui sont sensibles à des phénomènes qui sont plus complexes. Ce n'est pas parce qu'on a ces méthodes simplifiées qu'il ne faut pas connaître les méthodes générales qui nous permettent de comprendre qu'il y a parfois des coefficients qu'il ne faut pas négliger. Voilà, merci beaucoup.